Bienvenue dans cet épisode de Science Frisson. Au travers de cette émission, vous découvrirez le récit glaçant de scientifiques et d'inventions hors normes qui repoussèrent en leur temps les limites de la science et de la morale. Qui a dit que la science n'avait pas une part d'ombre? Alors installez-vous confortablement et n'oubliez pas, ce que je vais vous raconter, c'est bel et bien produit. Le 10 septembre 1999, aux alentours de 10 h du matin, la petite ville paisible de Tokai, au Japon, est sonnée par un incident qui va marquer à jamais les esprits de ses habitants. L'accident s'est produit au bureau de JCO, une installation de traitement de combustible nucléaire à Tokaimura, dans la préfecture d'Ibaraki. Une réaction de criticité au sein d'un silo d'uranium a engendré une réaction de fission nucléaire de manière incontrôlable. Au moment de l'accident, 4 personnes sont en contact direct avec le silo et reçoivent une dose massive de radiation. Parmi eux, Ushi Hisashi, un homme de 35 ans, mari et père de famille d'un fils de 8 ans. Ushi ne le sait pas encore, mais à ce moment précis, il vient d'être soumis à la plus forte dose de radiation jamais reçue par un être humain. Sa lutte pour sa survie vient de commencer. Il est d'abord nécessaire de revenir sur les faits et de se demander comment un tel accident a-t-il pu se produire. À 10 h, le 30 septembre 1999, les travaux ont commencé dans le bâtiment d'essai de conversion du site de l'entreprise. Il s'agit de travaux de traitement du combustible d'uranium utilisé dans le réacteur rapide Joyo du centre d'ingénierie d'Oharaï de l'Organisation de développement du cycle de combustible nucléaire. Pour Ushi, c'est la première fois qu'il travaillait dans le bâtiment de test de conversion. L'uranium, qui est utilisé comme combustible pour la production d'énergie nucléaire, est enrichi dans une installation pour augmenter la proportion d'uranium-35 qui est nécessaire à la fission nucléaire, puis traité dans une installation de traitement. Les travaux commandés par la Fuel Nuclear Cycle Organization devaient fournir 57 kg de combustible sous forme de solution d'uranium nitrate d'uranyle. Le combustible utilisé dans une centrale nucléaire ordinaire a une concentration inférieure à 5% d'uranium-235. Mais le combustible auquel Ushi a été soumis avait lui une concentration supérieure à 18%. En ce matin du 10 septembre, Ushi suit les instructions de son patron et filtre la solution d'uranium dissoute dans un seau en acier inoxydable avec un filtre appelé NUTCH. Ses collègues, eux, étaient chargés de transférer la solution filtrée dans un grand récipient appelé le colon. C'est le silo qui contient l'uranium enrichi. Un des hommes a inséré et maintenu un entonnoir dans un trou, pendant qu'un autre collègue a versé la solution d'uranium dans le silo. Après avoir terminé le travail de filtration, Ushi a remplacé son collègue et était en charge à son tour de tenir l'entonnoir. Au 7e saut, quand un collègue a commencé à verser la solution d'uranium, sans le savoir, en raison d'une mauvaise manipulation, la concentration en uranium a atteint un point de criticité au-delà duquel la réaction de fission se déclenche de manière incontrôlée. À ce moment-là, Ushi ne voit qu'une lumière bleue et entend un petit clic dans ses oreilles. C'était la lumière de Cherenkov. Cet effet est décrit comme l'onde de choc produite par les radiations. Cette vague a une longueur d'onde correspondant à une lumière bleue dans un milieu liquide. Et c'est cette couleur bleue qu'Ushi a perçue lorsque l'onde traverse le liquide de son globe oculaire. Les faisceaux de neutrons de haute énergie traversent littéralement le corps d'Ushi. La dose de rayonnement subie par le corps d'Ushi est de 20 sieverts, ce qui correspond à environ 20 000 fois la quantité de radiation subie par une personne en moyenne pendant un an. À ce moment-là, Ushi ne le sait sûrement pas encore, mais la bataille pour sa survie a déjà commencé en son sein. Alors que les centrales nucléaires couvrent le réacteur avec du béton épais et du métal pour contrôler la réaction, un réacteur nu, sans aucun contrôle et sans aucune mesure de protection pour piéger les radiations, est soudainement apparu dans le village. La ville de Tokai a alors demandé aux résidents à moins de 350 mètres d'évacuer le lieu de l'accident. Et la préfecture d'Ibaraki a également conseillé aux 310 000 habitants dans un rayon de 10 km d'évacuer la zone. Ce n'est que le 1er octobre que le réacteur a pu être contrôlé et la réaction arrêtée. Mais revenons à ce jour de 10 septembre. Ushi Hiroshi
est alors transféré à l'unité de soins intensifs du département de médecine aiguë de l'hôpital universitaire de Tokyo. C'est le docteur Kazuhiko Maekawa et son équipe qui vont être en charge de son traitement. En effet, il est impliqué dans les soins d'urgence depuis environ 30 ans. Et c'est la première fois qu'il rencontrait un patient qui avait reçu une quantité telle de radiation. Ils vont appliquer toutes les dernières technologies médicales à leur disposition pour un traitement unique au monde, jamais vu auparavant. Cependant, ils vont être dépassés jour après jour par les effets horribles des expositions aux radiations. Le docteur Maekawa, qui s'est spécialisé dans les soins d'urgence, a entendu parler de l'accident pour la première fois en début d'après-midi ce jour-là. En raison de son exposition massive aux radiations, Ushi a été transféré à l'hôpital de Tokyo afin de recevoir les traitements les plus modernes. Le docteur Maekawa est devenu le chef de l'équipe médicale en raison de son rôle central dans un groupe professionnel de la médecine d'urgence en matière de radiation. La quantité de radiation que M. Ushi avait vraisemblablement reçue était fatale. Cela était évident pour tous les membres de l'équipe. Cependant, M. Ushi avait l'air très bien à ce moment-là et nous n'avions pas l'impression qu'il avait été exposé à un niveau aussi élevé de radiation qu'il prétendait. Nous avons donc décidé de faire tout notre possible pour le soigner. Lorsque Ushi arrive à l'hôpital de Tokyo, il est très différent de ce que les infirmières avaient imaginé après avoir subi une telle dose de radiation. Aucun indice ne laisse présager de ce que va devoir affronter Ushi. En effet, il ne semble, à ce moment-là, ne souffrir que d'un mauvais coup de soleil, la peau de son visage et de tout l'avant de son corps étant légèrement rougie. C'est le bras droit d'Ushi qui a reçu la plus forte dose d'exposition. Le bras n'était que légèrement rougi et un peu enflé. L'équipe médicale décide de réaliser un chromatographe pour avoir un aperçu de l'état de l'ADN des cellules et des dégâts causés par les radiations. Un chromatographe permet de cartographier les chromosomes. Ce sont les plans du corps humain qui contiennent toute l'information génétique. Chaque paire de chromosomes a un numéro et peut être classé par ordre. Cependant, dans le cas d'Ushi, il constate avec effroi qu'il est impossible de classer ces chromosomes irradiés. Ils ont été brisés et certains d'entre eux ont été collés les uns avec les autres. La destruction des chromosomes signifiait que de nouvelles cellules ne seraient plus capables d'être générées. Au moment de l'exposition aux radiations, Ushi a tout simplement perdu les plans de son propre corps. Du fait que ces chromosomes ont subi des dommages aussi catastrophiques, les médecins en ont déduit que les cellules hépatiques et les cellules de la muqueuse intestinale seraient également gravement endommagées et qu'elles ne pourraient sûrement pas être capables de se régénérer. Les premiers symptômes anormaux dus à la destruction de ces chromosomes sont apparus dans ces cellules sanguines. En effet, le nombre de ces globules blancs qui agissent comme un mécanisme de défense de l'organisme diminue de façon spectaculaire. Il se trouve dans une situation périlleuse où des infections virales et bactériennes opportunistes étaient susceptibles de se produire à tout moment. Le nombre de plaquettes a été réduit à 26 000 par millimètre cube. En comparaison, une personne en bonne santé en a environ 120 000 à 380 000. Normalement, si elle tombe en dessous de 30 000, la personne sera jugée dans un état dangereux où le sang ne pourra plus s'arrêter. Les médecins décident de pratiquer en urgence des transfusions sanguines. Mais le nombre de globules blancs diminue encore jusqu'à tomber à 900, soit près d'un dixième de celui d'une personne en bonne santé. La greffe de cellules souches hématopoïétiques a dû être précipitée. Devant l'état préoccupant d'Ushi, les médecins décidèrent de le transférer dans une salle stérilisée afin d'éviter toute infection de l'extérieur. Le docteur Maekawa et son équipe médicale ont discuté de la stratégie de traitement et ils ont déduit que la seule façon de gérer cette situation était de transplanter les cellules qui produisent des globules blancs. Le problème de ce type de greffe de cellules souches est que la probabilité d'une correspondance entre deux personnes est seulement d'un quart si vous êtes frère ou sœur, mais seulement de quelques dixièmes à quelques dizaines de millièmes pour deux personnes quelconques. Ils ont découvert par chance que la sœur d'Ushi était compatible. Ils ont alors immédiatement commencé à lui prélever du sang. Les cellules productrices de globules blancs ont été extraites de son sang. La collecte a pris plus de 2 jours. Ces cellules ont été transplantées dans le corps d'Ushi et son état futur dépendait de la capacité des cellules de sa sœur à produire des globules blancs dans son corps. Il faudrait attendre 10 jours pour obtenir les premiers résultats. À ce moment-là, Ushi est encore tout à fait conscient et peut parler avec sa famille et les infirmières.
Le docteur Maekawa tient à ce que la famille d'Ushi ne se fasse cependant pas d'illusions et leur explique que son état allait sûrement s'aggraver à l'avenir. J'ai essayé de ne jamais prendre de gants et de toujours faire accepter la vérité à sa famille en la laissant les voir au moins une fois par jour. Je ne veux pas être idéaliste. Il a subi d'énormes dommages dus aux radiations et son apparence changeait radicalement. Alors j'ai fait en sorte que sa famille le voie dans son état réel afin qu'elle accepte la terrible vérité. Ainsi, au bout de 7 jours après l'exposition aux radiations, les dommages causés par les radiations sont également apparus à la surface du corps d'Ushi. En effet, les cicatrices dues au retrait du ruban adhésif chirurgical ne guérissent plus. En effet, au début, les infirmières ont utilisé du ruban adhésif chirurgical de manière habituelle. Cependant, il est devenu fréquent que sa peau soit arrachée en même temps que le ruban adhésif retiré. Elles ont dû se résoudre à ne plus utiliser un tel adhésif. Mais comment cela peut-il arriver? Les cellules cutanées dans un corps sain se divisent rapidement et de nouvelles cellules remplacent les anciennes. Cependant, dans la peau irradiée d'Ushi, les nouvelles cellules n'étaient plus générées en raison de la destruction de son ADN. Ainsi, son ancienne peau tombait, mais aucune nouvelle cellule ne pouvait la remplacer. Ushi ressentait une douleur intense traversant tout son corps. La lutte contre l'infection était permanente. Malheureusement, après une semaine d'exposition, il avait développé de la rétention de liquide dans ses poumons et commençait à avoir d'énormes difficultés à respirer. Voici les mots d'Ushi qui ont été rapportés dans son dossier médical. « Je ne peux pas le supporter. Je veux rentrer chez moi. Arrêtez !» L'équipe médicale a alors envisagé de le mettre sous respirateur pour l'aider à mieux respirer. Mais cela signifiait qu'il ne pourrait plus avoir de conversation avec sa famille. Le jour même, Ushi a parlé à sa femme qui lui a rendu visite. À cette époque, M. Ushi ressentait probablement une lassitude et une lourdeur. Et il semblait avoir besoin de rassembler toutes ses forces juste pour parler. Malgré cela, il souriait légèrement et disait à sa femme « Je t'aime » avec un ton tendre. Voir ce genre de scène fait extrêmement mal au cœur. Il est vrai que personne ne savait avec certitude ce qui allait lui arriver, mais nous pouvions imaginer que son état allait s'aggraver de plus en plus. Et je suppose qu'il en était lui aussi conscient. Le lendemain matin, Ushi est devenu incapable de respirer et manquait cruellement d'oxygène. Une intubation a dû être immédiatement effectuée. Le tube étant inséré dans sa trachée, la bataille silencieuse d'Ushi avait commencé. Sa famille lui rendait visite tous les jours. Dans la salle d'attente, sa femme, son fils, ses parents et ses frères et sœurs attendent pour le voir. Les infirmières constatent avec émotion que les parents d'Ushi confectionnent dans la salle d'attente des origamis. En effet, ils plient des dizaines et des dizaines de grues en papier, symbole de bonne santé dans la culture japonaise. Cela a fait forte impression sur le personnel médical. Les parents d'Ushi espéraient pouvoir déposer quelques-unes de ces grues sur son lit. Cependant, ils n'ont malheureusement pas été autorisés à en apporter dans la chambre stérilisée en raison du risque d'infection. Mais sa famille a continué coûte que coûte à plier ces grues en papier, par centaines, par milliers. Au 17e jour après l'exposition, l'examen des cellules de la moelle osseuse ont révélé de jeunes globules blancs. Et ces globules blancs se sont reproduits et sont rapidement passés à 6500 par millimètre cube, ce qui correspond au niveau d'une personne en bonne santé. Et au lendemain, ils sont passés à 8000. Dans l'examen de ces cellules, ils ont remarqué 2 points rouges. Ces points indiquaient la présence de chromosomes féminins XX. Les cellules de sa sœur vivaient dans son sang et produisaient miraculeusement de nouveaux globules blancs. Toute l'équipe médicale ainsi que la famille s'est évidemment sentie extrêmement soulagée au vu de ce premier résultat encourageant. Ils avaient réussi à franchir le premier obstacle, même si ce n'était que temporaire, et ils pensaient sincèrement à ce moment-là pouvoir guérir Ushi de manière significative. C'est la première fois qu'une transplantation de cellules productrices de globules blancs permettait de traiter des lésions dues aux radiations. Mais ce serait malheureusement bien sous-estimé la puissance destructrice des radiations. Une semaine plus tard, au 26e jour après l'exposition, de subtiles mutations ont été observées dans les cellules sanguines de sa sœur. Dans certaines d'entre elles, des anomalies ont été trouvées et des chromosomes ont été endommagés. La conjecture qu'émit l'équipe médicale était que les rayons neutroniques qui ont pénétré le corps en détruisant les chromosomes
pouvait activer des substances et endommager les chromosomes. Lorsque les neutrons de haute énergie frappent le sodium, le phosphore ou le potassium, des atomes présents au sein du noyau des cellules, alors les propriétés de ces substances étaient capables de changer et d'émettre à leur tour leur propre rayonnement radioactif. Ils en ont donc déduit que les dommages causés aux chromosomes de sa sœur étaient causés par les radiations produites par ses propres cellules endommagées. L'équipe médicale fut particulièrement choquée par ces dommages chromosomiques post-transplantation et ont réalisé une fois de plus l'horreur de l'exposition aux radiations. Mais l'aggravation de son état ne s'est malheureusement pas limitée à son sang et à sa peau. Une image endoscopique des intestins d'Uchi révèle que ces muqueuses mortes sont devenues blanches et se sont déchirées. Cette détérioration de la muqueuse est une conséquence de deux actions combinées. La première, la plus évidente, est l'effet des radiations qui produisent beaucoup de dommages sur les muqueuses fragiles. Mais cette détérioration est également produite par un phénomène appelé GVHD, ou également maladie du greffon contre l'autre, qui est un effet secondaire qui peut survenir après la transplantation de cellules souches hématopoïétiques. Pour faire simple, les lymphocytes issus du greffon, ici les cellules de sa sœur qui ont été transplantées, attaquent l'hôte, ici le corps d'Uchi. Cette hypothèse sera confirmée après qu'une biopsie du tissu intestinal révèle que les lymphocytes de sa sœur se rassemblent dans le tissu de la muqueuse. La muqueuse intestinale n'étant pas régénérée, une diarrhée volumineuse s'est déclarée. On dit que les patients victimes de radiation meurent souvent à cause de troubles du tube digestif. La pire crainte du docteur Maekawa s'était concrétisée. Alors de nouveaux médicaments expérimentaux ont été administrés avec bien sûr le consentement de la famille d'Uchi. Uchi a été transféré sur un lit pour les patients gravement malades, et son lit a été incliné de 55 degrés. Il était destiné à améliorer la circulation systémique et à réduire la pression sur sa peau, qui le faisait souffrir atrocement. Mais son état ne faisait que se détériorer. Du liquide suintait en permanence de la zone de son corps où la peau avait été perdue, et son corps presque tout entier avait dû être recouvert de gaz. La peau de son visage était extrêmement sec, et ses yeux saignaient comme des larmes de sang. À ce moment-là, la main droite, qui avait été la plus exposée, n'avait presque plus de peau, et le peu de peau qui lui restait était boursouflé et décollé du haut du bras droit jusqu'en bas de la cuisse droite. Le liquide corporel dégagé par sa peau à vif atteignait 1 litre par jour. Il s'est même détérioré à un maximum de 2 litres par jour. Ses ongles se sont également décollés un à un. Devant cet état catastrophique, l'équipe médicale a décidé de procéder à une transplantation de peau afin d'éviter ou de limiter les suintements de fluide. Après avoir prélevé de la peau sur son dos et auprès de sa sœur, et les avoir fait se développer durant 2 semaines en laboratoire, 70 feuilles de peau ont pu être transplantées. Ayant déjà perdu sa propre peau, les médecins ont dû frotter toute la surface de son corps avec de la gaze pour exposer la couche saignante afin de pouvoir y déposer la peau cultivée. Mais malheureusement, l'épanchement de liquide étant trop fort et en vue de son état général, la peau cultivée n'a pas adhéré. Et il n'y a malheureusement pas que sa peau qui empire. Les quantités de diarrhée ont continué à augmenter pour atteindre plus de 3 litres par jour. 3 semaines après le début des diarrhées, soit plus de 50 jours après l'exposition aux radiations, ses intestins ont commencé à saigner. Tout son appareil digestif était rempli de sang qui suintait de la plaie où les muqueuses étaient tombées. En effet, autre caractéristique des radiations, les saignements ne s'arrêtent jamais dans les tissus irradiés. Au total, il perdait environ 10 litres de liquide par jour à travers sa peau et ses intestins. Il était nécessaire de reconstituer constamment la même quantité de liquide. En effet, en l'absence de plaquettes pour coaguler le sang, ces saignements sont perpétuels. Il y a eu certains jours où plus de 10 transfusions ont dû être effectuées en seulement une demi-journée. Passé le 50e jour, lors de réunions sur le déroulement du traitement, les remarques étaient de moins en moins nombreuses, comme si le personnel perdait peu à peu espoir. Mais le docteur Maekawa décidait toujours du traitement. Malheureusement, après la transplantation réussie des cellules productrices de globules blancs, aucun progrès visible n'avait pu être constaté. La question de la nécessité à maintenir Uchi en vie commença à naître au sein de l'équipe médicale, sans qu'aucun n'ose cependant en parler. Il était évident pour tout le monde que les chances de survie étaient très minces. Personne n'a dit cela à haute voix, mais je pense que tout le monde partageait le même sentiment. Mais si quelqu'un avait dit cela à haute voix, si quelqu'un avait eu des doutes sur l'intervention active dans sa vie, et que ces doutes s'étaient répandus dans l'équipe,
Je pense que nous aurions perdu de vue notre objectif. Qu'est-ce que nous faisions? Pour qui? Pourquoi? Je suppose que nous avions peur d'avoir ce genre de pensée. Les infirmières également, ne pouvant que constater la dégradation physique rapide du corps d'Ushi, se posaient la question de ce qui faisait encore de lui un être humain. Après que son état ait commencé à s'aggraver, je me suis demandé quoi était cette personne, plutôt que qui était cette personne. Elle était dans un état si terrible, il n'y avait plus qu'un corps devant nous. Et le corps n'était même plus du tout en bonne santé. Nous avons presque perdu de vue à ce moment-là ce que nous recherchions avant tout. Près de 2 mois se sont écoulés après le début du traitement. Les pertes massives de sang et les transfusions sanguines répétées fatiguent énormément le cœur d'Ushi, qui bat à tout rompre pour continuer de pomper le sang dans tout le corps. Son rythme cardiaque est à plus de 120 battements par minute. Son cœur travaillait aussi dur que lorsqu'il courait un marathon. Ce jour-là, le docteur Maekawa a commencé à faire des rondes vers 7 h du matin. Mais peu après 9 h, il a vu des signaux inquiétants sur le moniteur et s'est précipité dans la chambre d'Ushi. Son cœur avait soudainement cessé de battre. Les médecins et infirmières se précipitèrent dans sa chambre et l'équipe médicale a immédiatement commencé la réanimation cardio-pulmonaire, c'est-à-dire un massage cardiaque. Le cœur d'Ushi a recommencé à battre, mais s'est arrêté, à nouveau. Puis il a recommencé à battre, et s'est encore arrêté, et cela 3 fois de suite. Mais l'équipe médicale a continué, coûte que coûte, à effectuer des massages cardiaques et à lui administrer des médicaments cardiotoniques minute par minute. Après 1 heure d'acharnement, le cœur d'Ushi a enfin recommencé à battre tout seul, après de lourds traitements que l'on pourrait presque qualifier d'acharnement thérapeutique. Cependant, l'arrêt de son cœur a eu des effets graves sur divers organes de son corps, comme le cerveau et les reins. L'état d'Ushi se détériore donc rapidement. Il souffre d'insuffisance hépatique et le saignement s'étend désormais à la plupart des organes vitaux. De même, Ushi ne répondait plus aux appels de sa femme. L'examen de son cerveau par le réflexe lumineux de la pupille révèle que la partie du tronc cérébral qui contrôle les fonctions d'entretien de la vie, telles que la respiration et la circulation sanguine, est endommagée. La conscience d'Ushi s'en est allée. Ne reste plus que son corps, telle une boîte vide, mourante. Le ventilateur est donc passé d'un réglage qui prend en charge la respiration spontanée à un réglage qui force la respiration. Sa vie n'était maintenant plus soutenue que par du matériel médical et des médicaments. C'est ce point de non-retour qu'a fait prendre conscience au docteur Maekawa la nécessité morale d'arrêter le traitement. Le jour qui a suivi ces multiples arrêts cardiaques, sa mère et son père sont venus se recueillir auprès de lui. Ce sont les mots de sa famille à son chevet relevés dans le cahier médical. « Ushi, tiens bon !» Son père lui a alors parlé à l'oreille. « N'abandonne jamais. » Au 63e jour après l'exposition, il a été révélé qu'une nouvelle situation s'était produite dans le sang d'Ushi. Dans le champ de vision du microscope, des globules rouges et des globules blancs ont été attaqués par des cellules appelées cellules macrophages. Les macrophages sont essentiellement des cellules immunitaires qui attaquent les bactéries et les virus qui ont envahi le corps d'ordinaire afin de le protéger. Mais les macrophages d'Ushi sont devenus anormaux et ils ne faisaient qu'attaquer et manger les propres globules rouges et globules blancs normaux de son corps. Des transfusions sanguines et des médicaments hématiniques lui ont été administrés à plusieurs reprises. Mais le nombre de ces globules blancs diminuait rapidement et finalement, il a fini par retomber presque à 0. Dans ces circonstances, il n'y avait plus rien à faire. L'équipe médicale était en quelque sorte dans une impasse. Cependant, ils tentèrent le tout pour le tout et effectuent un échange de plasma. C'est un traitement visant à remplacer tout le plasma, qui est la partie liquide du sang, par celui d'une personne en bonne santé, mais rien n'y fait là encore. Les cellules immunitaires anormales d'Ushi attaquaient même les globules blancs produites par les cellules de sa sœur. Ceci durant encore plus d'une dizaine de jours. Lors de la 81e nuit après l'accident de radiation, le docteur Maekawa a alors réuni tous les membres de la famille d'Ushi. Il leur a alors suggéré l'idée que même si le cœur d'Ushi s'arrêtait à nouveau, aucune autre tentative de réanimation ne devrait être faite. Sa famille, bien que dévastée, a accepté la suggestion. Le docteur Maekawa a alors donné des instructions à l'équipe médicale strictes de ne pas pratiquer de réanimation cardio-pulmonaire si le cœur d'Ushi s'arrêtait. Sa famille a alors quitté la pièce dans un silence macabre. Le lendemain, la femme d'Ushi est venue lui parler.
Elle essayait de l'appeler pour lui souhaiter la bonne année. Ses parents, eux, ont continué à plier des grues en papier dans la salle d'attente. Le nombre de grues était presque de 10 000. Au 83e jour après l'accident, sa femme lui a rendu visite ainsi que son fils. Ils l'ont vu pour la première fois depuis des jours, sans gaz couvrant son visage et son corps. Son fils, qui était à l'école primaire, s'est alors rapproché de lui et lui a murmuré « Papa, tiens bon ». Peut-être que la femme d'Uchi et son fils avaient senti que l'inévitable était proche, car en effet cette nuit-là, Uchi est décédé. La bataille pour sa survie qui a duré 83 jours de sa famille et de l'équipe médicale a alors pris fin. Il est décédé le 21 décembre 1999. Après de nombreuses expertises, il a été reconnu que l'entreprise dans laquelle travaillait Uchi était coupable de ne pas avoir respecté plusieurs mesures de précaution pourtant indispensables lors de la manipulation de ces substances radioactives. Le gouvernement japonais souhaitant documenter ce cas rare pour permettre de mieux combattre à l'avenir l'effet des radiations, a pratiqué une autopsie. Les intestins d'Uchi étaient gonflés et il y avait plus de 2 litres de sang dans l'estomac, ainsi que plus de 2,5 litres de sang dans les intestins. Tous les tissus tels que les muqueuses et la moelle osseuse ont été gravement endommagés. La plupart des fibres musculaires, qui sont généralement considérées comme les moins affectées par les radiations, ont été pourtant ici entièrement perdues. Étrangement, seul le muscle cardiaque semble avoir été épargné par les radiations, chose que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer. Les médecins et les infirmières ont continué à se consacrer au traitement d'Uchi dans cette unité de soins intensifs. Ces 83 jours ont laissé des questions profondes, d'éthique et de morale, qui restent encore dans les esprits de chaque membre de l'équipe. Cette affaire m'a douloureusement fait prendre conscience que le système mis en place par les êtres humains pouvait provoquer de terribles catastrophes. Il n'y a rien que de simples médecins comme nous puissent faire à ce jour. Avec les dernières technologies et les derniers équipements, nous n'avons eu aucune chance contre les effets catastrophiques des radiations. Nous l'avons appris à la dure. Une maigre consolation auprès de sa famille est de se dire que la mort d'Uchi n'a pas été vaine. En effet, sa rencontre avec le docteur Maekawa a été un tournant dans sa carrière. Après cela, à la retraite, le docteur Maekawa a décidé de travailler à la mise en place de systèmes médicaux pour les traitements de l'exposition aux radiations. Voici une lettre de la femme d'Uchi au docteur Maekawa. Je suis peut-être trop pessimiste, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un accident similaire se produira tant que l'énergie nucléaire sera inséparable de notre vie quotidienne. Ma méfiance à l'égard de l'énergie nucléaire ne disparaîtra jamais, car elle est gérée par des êtres humains. Si les personnes qui sont impliquées dans l'industrie nucléaire ne peuvent pas se protéger, le domaine médical devrait tirer les leçons enseignées par mon mari et son collègue au sacrifice de leur vie. J'espère que les misérables victimes, comme mon mari, pourront être sauvées à l'avenir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Science Frisson. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cet épisode, ou même à laisser une review ou un commentaire. Si vous ne voulez surtout pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous, et surtout n'hésitez pas à aller voir Ripley Media sur les réseaux sociaux pour vous permettre de découvrir d'autres émissions autour de la science. À bientôt pour un prochain épisode de Science Frisson.